Bonjour à tous, dans cette vidéo on va corriger ensemble un exercice d'électrostatique qui s'appelle condensateur cylindrique. Donc on considère un condensateur formé de deux armatures cylindriques coaxiales, que moi j'ai appelé OZ. L'armature interne est de charge moins Q et l'armature externe est de charge plus Q. Ici, les rayons sont R1 et R2. On suppose que L est très grand devant R2, ce qui va pouvoir nous permettre d'utiliser le modèle du solénoïde du cylindre infini. On supposera les effets de bord négligeables, et donc on nous demande dans un premier temps de préciser la direction et le sens du champ électrostatique résultant. Donc on va prendre un point M n'importe où dans l'espace. On va évidemment travailler en coordonnées cylindriques, donc projeté orthogonal sur l'axe qui est le point H, le rayon R, et la base cylindrique ER, Eθ, EZ. Ici, et donc on est dans le cadre du modèle du cylindre infini, dans la mesure où L est très grand devant R2, et donc on a que pi1 égale M ER EZ est un plan de symétrie des charges, et on a aussi que pi2 qui est le plan M ER Eθ ici est aussi un plan de symétrie des charges. Donc par principe de Curie, on a que au point M, eh bien, E de M appartient à l'intersection de pi1 avec pi2, c'est-à-dire que E de M est égal à ER de Rθz à ce stade, ER. Et ensuite, on utilise les invariances de la distribution des charges. On a la distribution de charge qui est invariante par translation selon EZ et par rotation d'angle θ. Donc, on en déduit de cela que E de M est égal à ER de R, ER. Le champ est radial et ne dépend que de la distance à l'axe de rotation, à l'axe des cylindres. Calculer le champ électrostatique dans tout l'espace. Donc là, on va appliquer on va appliquer le théorème de Gauss sur une surface fermée. Donc on a que l'intégrale sur la surface fermée de E scalaire ds est égale à la charge intérieure divisée par epsilon 0. Donc je vais reprendre ici la géométrie que j'ai, le cylindre, et on va prendre comme cylindre de Gauss, eh bien, hop, alors ici, on va enlever un petit peu tout ce qui nous embête, pour faire de la place. Donc on va prendre un cylindre qui passe par M, de même hauteur que les deux autres, donc de hauteur H. Donc je vais prendre, mon point était là. Voilà, donc je prends un cylindre qui passe par M, qui est coaxial, donc ici on a à peu près 3 carreaux et demi. Voilà, on va se mettre comme ça. Voilà, donc ça c'est mon cylindre de Gauss. Ici. Donc cylindre d'axe OZ et de rayon petit r égale à HM, donc comme d'habitude, le projeté orthogonal sur l'axe et le rayon c'est HM ici. Et donc on va calculer le flux à travers ce cylindre. Ce cylindre il est de hauteur L, exactement comme les deux autres. J'insiste, je prends la même longueur, ça ne se voit pas très bien sur le dessin. Il est de hauteur L. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va calculer l'intégrale sur la surface fermée de E scalaire ds. Et donc comme d'habitude quand il y a un cylindre, on va décomposer en 3 cas. E de M1 scalaire ds1 avec la surface supérieure. E de M2 scalaire ds2 avec la surface inférieure. Plus E de M scalaire ds latéral sur la surface latérale. Donc ici, je vais représenter des points M1, M2 sur les surfaces, pas forcément à l'endroit au centre. Il y en a un petit peu partout, des vecteurs ds. Donc on a ds1 ici et ds2 ici. Attention, les vecteurs doivent être sortants. Et là, on a ds lat. Et ensuite, je viens mettre mon champ. Bien, le champ, on a montré qu'il était radial. Donc ici, E est comme cela.
ici E est comme cela, et ici E est comme cela. Ce qui nous permet de nous apercevoir tout de suite que les deux intégrales sur les surfaces supérieures et inférieures sont nulles. Et donc, il me reste uniquement que j'ai E de R fois 2pi RL comme champ, ici. Comme flux, pardon. Et ensuite, la charge intérieure, eh bien là, il faut faire une disjonction de K. Donc, si R est plus petit que R1, eh bien, on a directement que Q1 égale 0, dans la mesure où ici les cylindres sont chargés en surface. Si R est plus grand que R1, mais plus petit que R2, eh bien, j'ai que la charge intérieure, c'est la charge du cylindre intérieur, c'est-à-dire le cylindre noir, et donc ça, c'est moins Q. Et enfin, si R est plus grand que R2, je sais que la charge intérieure, c'est Q moins Q, c'est-à-dire 0. Voilà. Et donc, ceci étant dit, on peut appliquer le théorème de Gauss. Et donc, on a que pour R plus petit que R1, le champ E de R, E de M est nul. Pour R plus grand que R2, même chose, le champ est nul à l'extérieur. Et par contre, le champ est non nul à l'intérieur. Et on a que E de M est égal à la charge intérieure, c'est-à-dire moins Q, sur 2pi RL epsilon 0 ER. Donc voilà le champ que l'on obtient à l'intérieur. Il est donc orienté vers les moins ER, c'est logique, hein, il est orienté vers les potentiels décroissants. C'est tout à fait cohérent. Donc voilà pour le champ. On nous demande de déterminer la capacité en utilisant la circulation de E le long d'un chemin reliant les deux armatures. Donc là, on va tout simplement utiliser le résultat du cours qui est que l'intégrale sur un chemin AB de E scalaire dl est égale à VA moins VB. Et donc là, je vais reprendre mes cylindres ici. Donc je vais reprendre ma distribution de charge et je vais calculer proprement la circulation de E sur un chemin qui me paraît être intelligent. Et donc, étant donné que le champ est uniquement selon ER, eh bien, je vais choisir comme chemin quelque chose qui m'emmène de l'armature 1 à l'armature 2 de manière radiale, hein, ici. Et donc ça va être mon chemin. Je vais appeler A et B ces deux points. Et donc j'ai que VA moins VB est égal à l'intégrale sur AB de E scalaire dl. Voilà. Or, ça, le dl il est uniquement radial, donc ça me fait moins Q sur 2pi RL epsilon 0 fois dr, ici. Et j'intègre entre les rayons R1 et le rayon R2. Donc ça me fait moins Q sur 2pi L epsilon 0 ln de R2 sur R1. Et ça, c'est égal à VA moins VB. Et ensuite, il ne me reste plus qu'à me rappeler du lien entre Q et U. Donc je vous rappelle la convention. Pour un condensateur, il faut orienter U vers l'armature chargée positive. Et dans ce cas-là, vous avez Q égale CU. Moi, l'armature positive, c'est l'armature du condensateur rouge. Donc ici, la capacité. Ici, la capacité, c'est égal à Q sur l'armature rouge, sur le potentiel rouge, pardon, donc VB moins VA. Et donc ici, on a calculé VA moins VB, donc il faut prendre l'opposé. Et donc on en déduit que C est égal à 2pi L epsilon 0 divisé par ln de R2 sur R1. Donc voilà la capacité de mon condensateur cylindrique qui dépend de la hauteur du cylindre et du rayon. Alors petite remarque, pour ceux qui sont les plus à l'aise avec les formules de cours, si on pose R2 égale R1 plus E, la distance entre les armatures, avec E très petit devant R1, eh bien on va se retrouver avec C qui est égal à 2pi L epsilon 0 sur ln de 1 plus E sur R1. Et en faisant un développement limité, on va se retrouver avec 2pi L epsilon 0 divisé par E sur R1
ou autrement dit 2pi R1L fois epsilon 0 sur E. Et on retrouve la formule du condensateur plan qui est S epsilon 0 sur E. Donc on peut retrouver de cette manière-là la formule de la capacité d'un condensateur plan dans le cas où l'épaisseur est très petite devant le rayon des cylindres. Alors toute dernière question, on me demande de retrouver ce résultat en utilisant l'énergie électrostatique qui est 1,5 de epsilon 0 E carré en énergie volumique. Donc on a epsilon du électrique volumique qui est 1,5 de epsilon 0 E carré. Donc l'énergie du condensateur, c'est l'intégrale sur tout le volume dans le condensateur de 1,5 de epsilon 0 E carré, dτ, où dτ correspond au volume entre les deux armatures, là où le champ est tout simplement non nul. Donc là, il faut maintenant que j'intègre sur tout ce qu'il y a entre mes deux armatures. Donc ici. C'est là que le champ est non nul. Voilà. Et comme le champ ne dépend que de R, eh bien je peux déjà performer les intégrales sur θ et Z. Donc ça me fait 1,5 de epsilon 0 L fois 2pi, intégrale sur R qui va de R1 à R2, de E carré dr. Donc, tout simplement puisque le champ E il ne dépend ni de θ ni de Z, donc ça ne sert à rien de performer l'intégrale. Donc c'est égal à 1,5 de epsilon 0 L fois 2pi. Et E carré, le champ E, j'ai oublié, il y a un RDR dans le dτ, pardon. Attention, un dτ en cylindrique, c'est RDR dθ dz. Donc ici, j'ai intégré sur dθ sur dz, il me reste RDR. Et donc, quand je calcule E carré, on avait obtenu comme champ E moins Q sur 2pi RL epsilon 0, donc ça fait Q2 sur 4 pi 2 epsilon 0 carré, L carré, il y avait un R, mais on multiplie par RDR, donc ça fait RDR sur R carré, donc ça fait DR sur R. Et donc les deux pi se simplifient, un epsilon 0 se simplifie, un L se simplifie, il va me rester ici 1,5 d'epsilon 0 E carré. Je vérifie. Ça me paraît bon. Et le E, je vérifie qu'on avait le bon champ E. C'était Q sur 2pi RL epsilon 0. Ok. Donc là, je vais simplifier un petit peu ce qu'on peut simplifier. J'ai le epsilon 0 qui vient se simplifier. Le L qui vient se simplifier. Le 2pi qui vient se simplifier pour laisser place à un 2pi. Un 4pi2, donc un 2 ici. Et donc je me retrouve avec Q carré sur 4, epsilon 0 L, il me reste ça comme constante, et ln de R2 sur R1 quand je calcule l'intégrale. Or, on sait que l'énergie du condensateur, c'est 1,5 de CU carré, c'est-à-dire Q carré sur 2C, puisque Q égale CU. Voilà. Donc, autrement dit, C, c'est égal à Q carré sur 2 fois l'énergie du condensateur. Et donc, on obtient, tout calcul fait, on espère ne pas avoir fait d'erreur, C égale Q carré. Donc Q carré, ça fait Q carré sur E, pardon, ça fait 4 epsilon 0 L divisé par 2 ln de R2 sur R1. J'ai perdu un pi, il me restait un 2pi ici. Voilà, il reste un pi ici. Sinon, c'est pas bon. Et donc, ça fait bien 2pi L epsilon 0 sur ln de R2 sur R1. On retrouve bien le résultat précédent en utilisant l'énergie. Donc voilà pour cet exercice sur le condensateur cylindrique. J'espère que c'était clair au niveau de la correction. Et s'il y a des questions, mettez-les en commentaire.